Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Et sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. Covid-19, comment la Chine a-t-elle évité une seconde vague? La pollution de l'air serait responsable de 15% des décès de la Covid-19. Oublié par sa famille à une station essence, ce chien marche 60 km pour retrouver son maître. Bonne nouvelle dans le nord de la Chine, le nombre de léopards est en augmentation. Et pour finir ce journal, nous irons dans une ville du sud-est de la Chine, auparavant village de pêcheurs tranquilles. Cette ville est devenue une métropole scintillante à la pointe de l'innovation. Nous irons à Shenzhen où l'un de ses constructeurs nous racontera l'histoire de cette ville devenue symbole du miracle économique chinois. Alors que l'Europe est actuellement frappée de plein fouet par une seconde vague de l'épidémie de Covid-19, la Chine semble avoir réussi à éviter cette situation. Alors comment la Chine a-t-elle fait pour éviter une seconde vague? Les explications. L'Europe est dans une situation critique. Depuis quelques semaines, l'épidémie de Covid-19 revient en force sur le vieux continent et plusieurs pays se voient obligés d'imposer de nouvelles mesures drastiques. Nombreux sont les médecins à déclarer que cette seconde vague pourrait être pire que la première. Pendant ce temps-là, en Chine, là où tout a débuté en décembre 2019, l'épidémie de Covid-19 semble être un temps révolu. Preuve en est avec l'économie du pays qui a déjà retrouvé son niveau d'avant la Covid, puisque son PIB a augmenté de 0,7% depuis le début de l'année. Le pays est d'ailleurs la seule grande puissance économique à ne pas connaître une baisse du PIB pendant 2 trimestres consécutifs. Depuis cet été, la deuxième puissance économique mondiale a donc repris des couleurs et les Chinois reprennent leur vie d'antan. Il faut dire que les méthodes du gouvernement chinois pour lutter contre le coronavirus ont été quelque peu différentes de celles que nous avons pu observer en Europe. Dès la fin du confinement, les autorités ont pris leurs dispositions. Le port du masque a ainsi été rendu obligatoire, ainsi qu'un QR code santé sur les smartphones et une prise de température à l'entrée des magasins. Des tests de dépistage puissance X ont aussi été déployés pour rassurer la population. À la mi-avril, alors qu'on disait la première vague terminée dans le pays, 46 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ont été annoncés dans la province de Heilongjiang, au nord-est du pays. Immédiatement, le pays décidait de fermer ses frontières avec la Russie, une décision qui intervenait quelques jours après le confinement de toute une ville de la région, après que 79 nouveaux cas ont été enregistrés en une journée. Toutes les liaisons aériennes avaient également été réduites par Beijing, qui refusait d'accueillir les étrangers. Lors de cette même période, pour rejoindre les autres villes du pays, les voyageurs chinois devaient être munis d'un test sérologique et devaient être placés sous quarantaine pendant au moins 14 jours. Ce n'était par exemple pas le cas en France où la circulation à l'intérieur du pays était totalement libre cet été. De plus, comme l'affirmait un médecin français travaillant à Wuhan, même sans tenir compte des mesures drastiques imposées par le gouvernement, les Chinois sont restés méfiants face à la maladie. Il y a eu une sorte d'autoconfinement des gens qui attendaient de voir comment l'épidémie évoluait. Au mois de mai, après l'apparition de 5 nouveaux cas dans la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie, la ville a immédiatement prévu de dépister l'ensemble de la population qui est de 11 millions d'habitants. Le mois suivant, après la découverte de 36 nouveaux cas de personnes ayant fréquenté un marché alimentaire à Beijing, 21 zones de la ville ont été placées en quarantaine et 24 points de dépistage supplémentaires ont été installés dans la ville. Cette technique de dépistage massif est encore d'actualité dans le pays. Après la découverte début octobre de 6 cas d'origine locale à Qingdao, les autorités ont décidé de lancer une campagne massive de dépistage de la totalité de la ville de 9 millions d'habitants sous 5 jours. Il en est de même en ce moment même dans le Xinjiang où 137 nouveaux cas ont été découverts. À peine les premiers cas de coronavirus détectés, les autorités chinoises ont pris les mesures nécessaires pour contrôler ces nouveaux cas et empêcher la flambée des cas, là où la plupart des pays européens s'y sont pris trop tard et se sont vite retrouvés dépassés. Selon la Chine, les pays européens ont montré trop de laxisme en matière de santé publique et de mesures de quarantaine. Les experts chinois estiment que la deuxième vague de l'épidémie en Europe pourrait être liée à une lassitude du nouveau coronavirus.
Les gouvernements ayant rapidement assoupli leurs mesures anti-épidémie, c'est tout naturellement qu'il y a eu un relâchement de la part des populations, estiment les experts chinois, notamment dans les villes densément peuplées comme Madrid, Barcelone, Paris, Londres ou Vienne. Toujours Covid-19. D'après une étude allemande publiée dans la revue Cardiovascular Research, la pollution de l'air serait responsable de 15% des décès du coronavirus dans le monde. Elle semble fragiliser les personnes vulnérables et aggraver les symptômes. La pollution de l'air menace peut-être plus notre santé qu'on ne l'imagine. En moyenne, dans le monde, elle réduit l'espérance de vie de 3 années. En 2015, elle a ainsi causé quelques 8,8 millions de morts prématurées. Et selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne, environ 15% des décès dus à la Covid-19 dans le monde, 19% en Europe et même 27% en Asie de l'Est pourraient être attribués à une exposition à long terme à la pollution de l'air. Mais pour éviter toute méprise, les chercheurs précisent bien dans un communiqué de la Société européenne de cardiologie que ces chiffres correspondent à la fraction de décès dus à la Covid-19 qui pourrait être évitée si la population était exposée à des niveaux de population atmosphérique inférieurs sans combustibles fossiles ou autres émissions antrophiques. Pas de relation directe de cause à effet donc, même si cela n'est pas exclu, mais une aggravation des autres problèmes de santé qui pourraient entraîner des conséquences mortelles de l'infection virale. À la base de ces résultats, des données épidémiologiques mises en regard de données météorologiques et de la qualité de l'air. Des données qui permettent d'estimer la part de décès liés à une exposition à long terme aux particules fines d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns. L'analyse par pays montre que la pollution a contribué à 27% des décès de la Covid-19 en Chine, 26% en Allemagne, 18% en France, 15% en Italie et seulement 1% en Nouvelle-Zélande. La pollution de l'air aurait également 2 autres effets notables. Il apparaît probable que les particules fines favorisent les clusters en prolongeant la durée de vie dans l'air du coronavirus et en dopant les transmissions. Les particules fines semblent par ailleurs augmenter l'activité d'un récepteur sur les surfaces cellulaires appelé ACE2. Ce récepteur est connu pour être impliqué dans la manière dont le coronavirus infecte les cellules. Ainsi, la pollution de l'air endommage les poumons et augmente l'activité de l'ACE2, ce qui entraîne une augmentation de l'absorption du virus par les poumons et probablement par les vaisseaux sanguins et le cœur. Une raison de plus donc de réduire les émissions antrophiques, car les chercheurs le rappellent, si l'espoir de trouver un vaccin pour lutter contre le coronavirus existe, il n'y a aucune chance d'en trouver un contre la mauvaise qualité de l'air et le changement climatique. Un seul remède pour cela, une transition vers une économie verte. Et dans le même registre, les Chinois font partie des plus gros consommateurs du monde de repas livrés et cette habitude de consommation génère beaucoup de pollution plastique. Une nouvelle recherche suggère une corrélation entre la propension des employés de bureau à se faire livrer et la pollution de l'air extérieur en Chine. Il fait gris, froid et le restaurant le plus proche de votre bureau nécessite au minimum 10 minutes de marche. Si vous n'avez pas de cafétéria sur votre lieu de travail, la tentation de vous faire livrer votre déjeuner au bureau est grande. En Chine, ce n'est pas une météo morose, mais la forte pollution extérieure qui inciterait les employés à opter pour le service livraison. Or, répétée sur plusieurs jours, cette habitude augmenterait considérablement les déchets plastiques générés par les emballages alimentaires, selon une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université nationale de Singapour. Publiée dans une revue, la recherche s'est concentrée sur la Chine, qui compte parmi les plus grands utilisateurs de plateformes de livraison de nourriture en ligne, avec environ 350 millions de consommateurs enregistrés et 65 millions d'emballages alimentaires jetés quotidiennement. Les employés de bureau contribuent à plus de la moitié de la demande, souligne l'étude. Réalisée entre janvier et juin 2018, l'étude a passé en revue les choix de repas de 251 participants sur leur lieu de travail à partir de photographies envoyées par ces derniers, soit environ 3000 plats commandés, dans 3 villes chinoises fortement polluées, Beijing, Sichuan et Shenyang. Les données 2016 de commandes effectuées sur une plateforme de livraison de nourriture en ligne basée à Beijing ont également été analysées. Ces éléments ont ensuite été comparés aux mesures de PM2,5 et
particules fines effectuées pendant les heures de déjeuner par le réseau de surveillance de l'air des 3 villes chinoises. 43% des participants ont opté pour la livraison en cas de forte pollution. Selon les résultats de l'enquête, les informations obtenues auprès de la plateforme de livraison à Beijing ont révélé qu'une augmentation de particules fines dans l'air accroissait le nombre de commandes de repas. Quant aux participants, une augmentation de cette pollution les inciterait 6 fois plus à se faire livrer au bureau. D'après les chercheurs, si toute la Chine était exposée un jour donné à ce niveau d'augmentation de pollution de l'air, comme cela se produit fréquemment à Beijing, 2,5 millions de repas supplémentaires seraient livrés, ce qui pourrait potentiellement entraîner l'utilisation du même nombre de sacs en plastique. Nos conclusions s'appliquent probablement à d'autres villes de pays en développement typiquement pollués comme le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam, alertent les chercheurs. Voilà qui peut inciter à débarquer au bureau le matin les bras chargés de tupperware ou à défaut de braver les 10-15 minutes de marche qui séparent le restaurant de son lieu de travail et de s'octroyer de temps à autre le plaisir de partager un repas hors bureau, entre collègues ou en solo. Et quelque chose de fantastique se produit sur le plateau de l'OS dans le nord de la Chine. Des scientifiques de l'université normale de Beijing ont été soulagés de constater que le nombre de léopards augmente dans cette région. Ils ont fait part de leur découverte dans la revue Integrative Zoology. Le léopard est une espèce de félin à part entière nommée Panthera pardus par les scientifiques. Elle se décline en plusieurs sous-espèces dont l'une a été baptisée panthère de Chine du Nord. De la dizaine de sous-espèces reconnues, la panthère de Chine du Nord est l'une des plus massives et la plus septentrionale, pouvant supporter des températures descendant jusqu'à moins 30 degrés. Mais cela ne la protège pas de la dégradation de son habitat ou encore du braconnage. Elle ne serait plus que 2500 dans la nature. Des chercheurs chinois ont ratissé 800 km² du plateau de l'OS entre 2016 et 2017 pour estimer la population qui s'y trouve. L'étape la plus importante pour protéger les panthères de Chine du Nord consiste à déterminer combien de léopards sont actuellement distribués en Chine et où ils sont distribués, souligne-t-il dans leur étude. Alors en déployant des pièges photographiques qui se déclenchent au passage d'un animal, ils ont pu estimer leur nombre dans cette région du nord de la Chine. Et les résultats obtenus sont une bonne surprise. Le nombre de panthères est passé de 88 en 2016 à 110 en 2017, soit une hausse de 25% sur le plateau. Et ce chiffre a probablement encore augmenté depuis. Nous avons été assez surpris que le nombre de léopards ait augmenté car leur population diminue dans de nombreux autres endroits, a déclaré Bing Che, co-auteur de l'étude, dont les propos sont rapportés dans un communiqué. Nous savions qu'il y avait des léopards dans cette région, mais nous ne savions pas combien. Cette hausse est sûrement le résultat d'un plan gouvernemental chinois pour restaurer la biodiversité dans la région. Il y a environ 20 ans, une grande partie de l'habitat forestier du plateau du Laos a été transformée en terre agricole. L'activité humaine a effrayé les sangliers, les crapauds, les grenouilles et les cerfs, ce qui a empêché les léopards de trouver de la nourriture. Maintenant, une grande partie de la forêt a été restaurée, les proies sont revenues et donc les léopards aussi. Bing Xie n'a jamais aperçu de léopard dans la nature de ses propres yeux, mais qu'importe, elle continuera à leur apporter une protection discrète pour empêcher que cette sous-espèce ne s'éteigne. Et on dit souvent que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, la preuve avec cette belle histoire en Chine. Oublié par sa famille à une station essence, un chien a parcouru 60 km pour retrouver ses propriétaires. En Chine, un chien a erré à la recherche de son propriétaire pendant 26 jours et finalement, après avoir parcouru 60 km, sa recherche était terminée. En fait, le propriétaire du chien l'avait oublié par erreur dans une station-service. Ce chien de 7 ans, il s'appelle Doudou. Lorsque le chien est arrivé chez lui, après un mois de trafic intense et d'autoroutes très fréquentées, il était très faible et complètement taché de poussière. Selon le journal gouvernemental chinois Changchang Evening News, Xi et sa famille vivent à Hangzhou, dans l'est de la Chine, et le mois dernier, ils sont allés à la campagne en voiture. La famille a également amené avec eux leur chien Doudou. Au cours de ce long voyage, la famille s'est arrêtée pour faire une pause à la station-service de Tonglu, située à environ 60 km de leur maison. Xi a dit qu'il pensait que le chien était présent à l'intérieur de la voiture et ils sont repartis pour s'occuper de leur jeune enfant resté à la maison. Plusieurs heures après être arrivés chez eux, ils se
sont rendus compte que le chien n'était pas là et qu'ils étaient partis avec peu de temps avant. La famille de Shi est retournée à la station-service et a attendu pendant 2 heures que le chien revienne, mais ils ne l'ont pas retrouvé. La famille a alors supposé qu'ils ne reverraient plus jamais leur chien. Mais environ 1 mois après cet incident, la famille a découvert un petit chien sale devant leur porte. C'était leur doudou. La famille a été très heureuse de retrouver leur petit chien. En Chine, il existe une sorte de vitesse appelée vitesse Shenzhen. Au cours des 40 dernières années de réforme et d'ouverture, Shenzhen a connu des changements radicaux. Liu Yunshui, constructeur de cette ville, nous raconte l'histoire de Shenzhen et comment elle est passée d'un petit village de pêcheurs à une métropole moderne. Un reportage signé CGTN. Salut Jérémy! Hey Chuli, je suis ravi de te voir. Ça va? Très bien et toi, je suis ravi d'être en Chine. Et ici à Shenzhen? Mais pourquoi d'ailleurs Shenzhen? Parce que c'est le miroir des 40 ans de l'ouverture que vient de vivre mon pays. Ok. Tu vas voir, c'est une ville incroyable. Viens avec moi? J'en suis sûr, allez. À Shenzhen, que notre voyage sur la route de l'ouverture commence. Direction les rives du delta de la rivière des Perles, au sud. Les Biaolin s'étalent à perte de vue sur plus de 2000 km². Pour prendre toutes les mesures de cette mégalopole de 12 millions d'habitants, nous montons sur la colline du Lotus. Je sais pas quoi dire, c'est absolument incroyable pour un début de voyage de se retrouver face à cette vue, il y a des immeubles partout. Et il y a 40 ans, c'était un village de pêcheurs. Tu veux dire que ça a été construit en 40 ans? Oui, et tout cela grâce à notre dirigeant à l'époque, en 1978. À ce moment, mon pays traverse une période de grande pauvreté. Toute l'économie est planifiée par l'État et la Chine est isolée du reste du monde. Dans ce contexte, Deng Xiaoping crée ici même une zone économique pour ouvrir la Chine au commerce mondial. Tu sais, moi de là où je viens, on met plus des centaines d'années à construire une ville. Je comprends pas comment on fait ça en 40 ans à peine. Tu vas comprendre. Je vais te faire rencontrer quelqu'un qui a participé à la création de la ville. Super, je te suis. Je veux présenter à Jérémy Monsieur Liu Yunshui. Il est arrivé à Shenzhen au tout début de la construction de la ville. Voici le monsieur Liu. Bonjour, ni hao. Ni hao. Bonjour. 这是我的法国朋友 Jérémy. Jérémy, enchanté. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors vous avez participé à la création de cette ville. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos premiers souvenirs? À l'époque, Shenzhen était un village de pêcheurs très pauvre. J'ai été appelé en novembre 1982 par le pouvoir central pour venir ici construire la zone économique spéciale. À ce moment-là, il n'y a ni bâtiment moderne, ni eau, ni électricité, ni route. Il y avait partout de la poussière jaune dans l'air. Cela ressemblait à une zone de chantier. Pour notre propre logement, le camion nous a déposés très loin dans la montagne, sur le flanc de colline de la bambouseraie. Et nous avons construit nous-mêmes nos habitations en paille. Malgré des conditions de vie très difficiles, Monsieur Liu et les 20 000 soldats du génie qui l'accompagnent font sortir de terre les premiers bâtiments. 1 an seulement après leur arrivée, les militaires sont confrontés à un changement de vie. En étant soldat, on avait un statut honorable. On était tellement respectés, on en était fiers. Et puis tout d'un coup, on nous demande d'enlever nos insignes militaires pour devenir ouvriers. Ce changement était un grand choc psychologique. Ce changement de statut est un coup dur pour les ouvriers. Mais les chantiers de Shenzhen restent en ébullition. Les ouvriers bâtissent un étage sur une tour en seulement 3 jours. La vitesse de construction est vertigineuse. Depuis, cette efficacité a donné naissance à une expression, le fameux Shenzhen Speed. En 1985, Shenzhen a affiché fièrement son tout premier gratte-ciel. C'est ainsi qu'il y a eu de nombreuses premières fois à Shenzhen, avec par exemple la mise aux enchères des terrains.
Dans notre esprit, la terre appartenait à l'État. Comment la ville de Shenzhen allait-elle pouvoir les vendre? C'était inimaginable. Et pourtant, on l'a quand même fait. C'est également à Shenzhen que débute l'aventure boursière. Ici sont démises en 1991 les premières actions de la République populaire de Chine par la Banque de Shenzhen. Quand on a émis ces actions, personne n'en achetait. D'abord, les gens n'osaient pas parce que ces actions sont un symbole capitaliste. C'est ce que pensaient les plus conservateurs. En ce qui me concerne, j'ai emprunté 200 yuan pour acheter 200 actions. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais membre du parti et que la municipalité nous a demandé d'être exemplaires en achetant des actions. Après 3 ou 4 ans, quand je les ai vendus à la bourse de Shenzhen, ils valaient 50 000 yuan. Monsieur Luo n'est finalement jamais reparti de Shenzhen. Il y a trouvé le bonheur et s'est marié et a fondé une famille. Il y habite toujours. Être le témoin et l'acteur de la construction de cette ville, c'est une expérience très forte qui m'a profondément marqué. Dans les buildings de cette ville, il y a mon sang, ma sueur et mes larmes. C'est avec émotion que je quitte Monsieur Luo. Sa vie et son histoire m'ont beaucoup touché. Et c'est déjà l'heure de se quitter. Merci pour votre fidélité. Pour avoir plus d'informations, ça se passe sur www.mandarintv.fr. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou une excellente soirée sur Mandarin TV.